Samedi 31 janvier 2026, la librairie Ombre Blanche accueillait une table ronde, les raisons du Girl Scout et des solutions, dans le cadre des fêtes interconnectées de la BD du 28 janvier au 23 février, en présence de l'autrice de bande dessinée Delphine Panique, de Agathe Fabre et Amandine Doche, directrice du festival BD de Colomiers. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Bienvenue à cette rencontre qui se tient dans un cadre plus large qui est les fêtes interconnectées de la BD qui ont lieu tout ce week-end et partout en France, en Suisse et en Espagne et en Belgique. Ces fêtes sont des événements autogérés, spontanés, organisés, donc comme je l'ai dit, dans plusieurs villes par des collectifs informels et le tout bénévolement. Ces fêtes s'organisent suite à l'annulation du festival de la BD d'Angoulême, conséquence directe d'un girl code massif des autoristes. Ce girl code est le fruit d'une lutte intense pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles ayant eu lieu à Angoulême et plus largement dans le milieu de la BD, mais également pour dénoncer le mauvais traitement des artistes autoristes. J'aurai donc le plaisir d'échanger avec Delphine Panique, Amandine Doche et Agathe Fabre pendant les 40 prochaines minutes, et après vous serez libre de poser autant de questions que vous souhaitez. Déjà, Delphine, tu es autrice de bande dessinée. Après des études de lettres, tu travailles dans le monde de l'édition littéraire. Tu commences par publier sur des blogs BD, puis dans des revues, et tu publies ta première BD en 2013. Vieille, sortie en novembre 2025, est ton 10e livre. Tu as publié tour à tour aux éditions Misma, Gallimard, Cornelius, Les Machines ou encore Les Requins Marteaux, et tes livres ont de nombreuses fois été récompensés et nominés à des prix prestigieux, et tu as eu une très belle exposition au Festival BD Colomiers. C'est vrai, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour. Amandine, tu es directrice artistique de festival BD Colomiers depuis 13 ans maintenant. Tu es donc en charge de la programmation du festival, tu assures le commissariat d'exposition et tu coordonnes également toute la programmation culturelle qui se déroule pendant le week-end du festival et également la saison culturelle de Colomiers. Tu es également en charge de la résidence d'écriture de BD Colomiers qui accueille tous les ans une autrice pendant plusieurs mois. Tu participes également à la commission bande dessinée au Centre national du livre. Tu es membre fondatrice de la fédération du festival Club 99 dont on parlera un petit peu plus tard. Et tu fais également de la modération de table ronde. Et j'ai pas mis toutes les casquettes mais il restait beaucoup de casquettes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Enfin, Agathe, tu es bénévole pour l'association Tilt. Tilt est une association toulousaine de personnes LGBTQIA+. Vous travaillez à organiser des événements, des ateliers et des outils pédagogiques autour de la santé relationnelle, affective et sexuelle. Vous avez différents axes de travail, parmi lesquels la prévention, la sensibilisation, l'accompagnement, ainsi qu'un volet culturel via un podcast qui met en lumière les vécus queer et minorisés. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Donc, pour la rencontre qui s'annonce, nous allons aborder les raisons concrètes de ce Girl Code, liées directement au Festival d'Angoulême, comme je l'évoquais, mais nous prendrons un peu de recul également pour questionner l'état du secteur de l'édition BD. Et enfin, dans un dernier temps, nous nous attarderons sur les solutions concrètes pour faire évoluer le milieu sereinement. Pour comprendre ce Girl Code, on va revenir en arrière et se remémorer quelques dates importantes de l'histoire récente du Festival d'Angoulême, qui est quand même symptomatique de l'état du milieu. Donc, une première date emblématique que je propose d'évoquer, c'est celle de 2016. Cette année-là, le festival dévoile une sélection de 30 noms en lice pour le Grand Prix du festival, qui est le prix le plus prestigieux. Et dans cette liste de 30 noms, il n'y a que des hommes. Franck Bondou, qui est le directeur artistique et président de l'entreprise qui gère le festival depuis beaucoup d'années, aura cette magnifique phrase révélatrice. Il y a malheureusement peu de femmes dans l'histoire de la bande dessinée. Donc, Delphine, tu n'es pas dans l'histoire. Déjà, je voulais vous poser la question, est-ce que ce scandale, c'était déjà à l'époque symptomatique d'un malaise plus général ? Alors, oui, c'était symptomatique du monde de la BD, bien sûr.
Il faut dire, juste avant, ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que juste avant, donc ça c'était 2016 ou 2017 2016. Et ben fin 2015, en fait, il y a le collectif des créatrices qui s'est créé, créatrices de BD, qui s'est créé. Enfin voilà, je le précise parce que souvent on pense que ce collectif il s'est créé à ce moment-là, mais en fait Oui, il a été juste créé avant. quelques mois avant, en réaction à. En fait, c'était un moment où déjà ça réagissait. Les autrices, on était toujours invitées pour parler. Les tables rondes, c'était toujours les femmes dans la BD. Enfin voilà, c'était les seules tables rondes auxquelles on était invités. Ça pouvait jamais être un autre sujet, quoi. C'était les femmes dans la BD, être une femme dans la BD, voilà. Et à ce moment-là, il y avait une proposition à Bruxelles, je crois, d'une exposition qui devait s'appeler Les femmes dans la BD, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Et donc, qui avait énervé énormément d'autrices, quoi, et qui proposait des biais de lecture du travail des autrices, voilà, très, très misogynes, quoi. Et si je peux préciser, les femmes dans la BD, c'était les BD de femmes. Ah, ouais, Parce encore que c'est pire. vraiment un genre particulier. Encore pire. Donc il y avait eu une réaction d'autrices par rapport à ça. Et donc, voilà, à ce moment-là, on a commencé, il y a des autrices qui ont contacté d'autres autrices pour monter ce collectif des créatrices. Voilà, donc ça a été le tout début, quoi, d'un regroupement comme ça d'autrices. Et donc, quelques mois après, arrive ce fameux scandale d'Angoulême, qui était extrêmement symptomatique parce que ce qui se passait en fait avant à Angoulême, c'est que pour l'élection du Grand Prix, il y avait, donc c'était là, tous les auteurs qui avaient eu, je dis les auteurs parce qu'en fait, autrice, il y en avait une, c'était Florence Sestac qui avait eu le Grand Prix, et donc les auteurs, c'était ceux qui avaient eu le Grand Prix, c'est comme ça que ça marchait, qui votaient pour le Grand Prix de l'année suivante. Voilà, c'était un grand jury. Donc Et les donc- hommes, nommer les hommes. Donc voilà, exactement. Et donc, forcément, en fait, ils votaient entre eux, quoi. Voilà. Donc c'était non seulement que des hommes, que des blancs, mais en plus quasiment que de la BD franco-belge. Il y avait très très peu de japonais, d'américains, voilà. Et donc ils se refilaient un peu ce Grand Prix entre eux. Ça marchait comme ça, quoi, avec ce grand jury. Et donc voilà, donc tombe cette liste. Ils font une liste des gens éligibles, que des hommes. Et donc là, on a cette magnifique phrase de Franck Mondou, merveilleuse. Et voilà. Et alors, ce qui a été super, c'est que donc ce collectif, il existait déjà. Donc en fait, ça a réagi très 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 rapidement au niveau des autrices. Qu'on gueulait. Et puis, bon, alors évidemment, là où c'est devenu visible, c'est quand les auteurs, certains auteurs très, très bankable, ont suivi, en fait, ont suivi cette colère des autrices et ont commencé, je crois que le premier c'était Satouf, donc ceux qui étaient dans cette fameuse liste des 30, un grand nombre se sont enlevés, on dit, suite à ce scandale, on ne veut pas faire partie de cette liste des 30. Donc assez rapidement, boum, 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 ça a été un peu une dégringolade, il y en a beaucoup qui se sont enlevés de la liste. Et donc, à partir de ça, le mode de scrutin a changé quand même. Donc ça a été tout à fait une réussite, quoi. Parce que maintenant, c'est... tous les autoristes votent pour la personne qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, c'est plus le grand jury qui vote, mais c'est tous les autoristes. Et donc, comme par hasard, depuis que c'est tous les autoristes et plus ce grand jury, il y a des femmes, il y a des Japonais, voilà. Bon, c'est beaucoup plus varié et notamment beaucoup de femmes. Ouais. Donc là, on comprend un peu le contexte dans lequel la BD était à l'époque et encore. Donc on est sur une industrie qui n'est pas différente des autres finalement. Et donc, comme rien ne va en s'améliorant, on va sauter à 2022 avec une annonce d'une grande exposition, donc l'une des expositions les plus emblématiques du festival, qui est annoncée comme étant dédiée à Bastien Vivès.
alors même qu'il est auteur de livres à caractère pédocriminel, mais qu'il est très misogyne dans ses attaques envers les autrices. En réponse, les autrices se mobilisent et signent une tribune intitulée « Les raisons de la colère » sur Mediapart. Et tu signais déjà cette tribune, Delphine, à l'époque. Oui, bien sûr, ouais, évidemment. C'était un choc énorme pour les autrices de voir cette programmation. Enfin bon, Angoulême, c'est quand même le plus grand festival international de BD. C'est un festival qui est familial, qui est censé représenter, une BD ouverte, quoi, qui concerne tout le monde. Et là, ils nous mettent. Nous, de toute façon, je veux dire, dans le milieu de la bande dessinée, les autrices et tout, on était déjà très, très, très critiques par rapport au travail de Bastien Vivès. Hein. Ça, on en parlait beaucoup entre nous. C'était quelqu'un qui était très, très visible, hein, qui avait beaucoup de succès. Donc, voilà. Et voilà, oui, non, ça a été vraiment... ça a été un outrage, quoi, de proposer cette exposition. En plus, c'était l'année de Julie Doucet. Julie Doucet, qui est une autrice très féministe et très respectée dans le milieu. Ouais, voilà. Donc avec ce nouveau système de vote, on avait quand même, voté pour Julie Doucet, une autrice punk, féministe et tout. Et cette année-là, qui est censée être sous la gouvernance de Julie Doucet, ils nous foutent une expo Vivès, quoi. Non, pas contente. Et toi, Amandine, en tant que directrice de festival et chargée de programmation culturelle, est-ce que tu percevais au fur et à mesure des années quelques signaux qui montraient un dysfonctionnement en termes d'organisation de festival? Est-ce que... C'était assez évident parce qu'on en parlait tous et toutes entre nous tous les ans. En fait, tous les ans, c'était j'ai pas envie d'aller à Angoulême cette année, il y a encore telle ou telle histoire. Mais en même temps, c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas qu'il y a tout le monde, c'est là-bas qu'on voit aussi des expos magnifiques, c'est aussi un lieu très important pour le milieu. Et du coup, on se retrouvait tous et toutes là-bas tous les ans et on râlait, mais voilà, rien ne bougeait. Ce qui est sûr, c'est que il y avait tout le temps un problème. Il y a toujours le scandale Angoulême chaque année. Et puis pour revenir sur Vivès, c'est une chose qu'un auteur comme ça existe dans le paysage éditorial, et c'est déjà pas très réjouissant, mais qu'un festival fasse le choix de le mettre en avant, de le mettre dans les trucs qu'on va reconnaître sur cette année-là, mais ça c'est scandaleux. C'est comme au César, quand ils décident de récompenser Polanski, c'est un choix, et c'est un truc qu'on place, quoi. On envoie un message, on dit, nous c'est ça qu'on défend. Et du coup, il y a eu une réaction. Et je propose qu'on aborde une troisième date, car malheureusement les choses vont vraiment décrescendo, car l'an dernier, en fait, le dysfonctionnement du festival a abouti à un événement dramatique, avec l'affaire Chloé. C'est une employée de l'organisation du festival qui avait porté plainte pour viol l'année précédente, et en conséquence s'est faite licencier pour faute grave par Franck Bondou, toujours le même. Donc à ce moment-là, nombre d'autrices et d'éditeuristes ont affiché leur soutien pendant le festival, malgré la volonté du festival de cacher ce soutien. Il y a eu tout un mouvement d'impression de petites affichettes soutien Chloé, Chloé on te croit, qui était accrochée sur les stands, et l'organisation du festival passait pour enlever ces affichettes, car il ne fallait pas montrer de messages politiques. Donc c'est dire le niveau d'organisation du festival. Et donc par rapport à cette histoire, la journaliste Lucie Servin révèle tout ça, ainsi que toute la toxicité et les dysfonctionnements de l'entreprise en charge, car au-delà de ces problèmes d'affaires de VSS, il y avait aussi plein d'affaires de problèmes économiques. Et donc tout ça dans un article et un dossier pour l'Humanité. À partir de là, il y a eu un effet boule de neige jusqu'au lancement du Girl Code. Donc Delphine, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, cette organisation très spontanée de toutes les autrices via un groupe de discussion commun? Donc effectivement, en fait, il y a eu donc une première tribune en mars ou avril 2025, donc au moment où Lucie Servin, donc journaliste, a sorti ce scandale par rapport à cette affaire Chloé. Il y a une première tribune d'autrices, et pas seulement, d'autrices et d'auteurs, qui appelait au boycott du Festival d'Angoulême.
Voilà. Ça a été un premier temps. C'était quand même assez massivement signé. Suite à ça, donc après on arrive en... Alors, je ne sais pas si je vais rentrer dans tous les détails parce que c'est très compliqué, parce qu'en fait, il y a l'association organisatrice, la société organisatrice, et puis en fait, il y a eu aussi à ce moment-là un appel d'offres pour renouveler le contrat de la société organisatrice, donc qui est géré par le fameux Franck Bondou. Donc ça qui est arrivé à l'automne 2025. Juste avant ça, il y a le Grand Prix 2026, Anouk Ricard, qui en octobre a annoncé, elle, donc avant tout le monde, qu'elle n'irait pas au Festival d'Angoulême 2026, donc qu'elle ne ferait pas l'affiche, qu'elle n'aurait pas, donc tous les ans, le Grand Prix fait l'affiche à une expo qui lui est consacrée, donc voilà, elle a dit très clairement qu'elle refusait tout ça, qu'elle ne se rendrait pas à Angoulême. Et ensuite, on arrive assez rapidement, voilà, à l'automne, à ce moment où on sait que y a cet appel d'offres et que le résultat de l'appel d'offres doit sortir. On attend ça et là, on commence à se fédérer entre autrices sur WhatsApp et on dit le jour de la sortie de l'appel d'offres. En fait, il commençait à y avoir des rumeurs qui disaient que ce serait de nouveau la même société, 9e Art Plus, qui allait être reconduite. Et donc, voilà. Et donc, nous, on se dit... Donc, il y a un groupe WhatsApp qui se crée avec quelques autrices au début et en fait, qui chacune rajoute les copines et tout. Donc, très rapidement, on est 300 sur ce groupe, 300 autrices. Et donc, on dit, le jour de la sortie de l'appel d'offres, si c'est encore 9e Art Plus... on massivement sur les réseaux sociaux, on met notre petite affichette boycott et très rapidement girlcott, puis girlscott. Voilà, on n'ira pas quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc 9e Art Plus, ils sont reconduits, ce qui est totalement scandaleux. Enfin, bon, alors ça, je vous passe encore les détails de cet appel d'offres qui était très opaque et tout. Bon, bref. Et voilà. Alors, ce que nous, on n'avait pas prévu, c'est que, en fait, bim, ça part sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, plein de gens suivent, quoi. Et puis, encore des auteurs très bankable qui suivent. Il y avait déjà les maisons d'édition, quand même, indépendantes, qui avaient déjà, pour un certain nombre, dit aussi qu'ils allaient boycotter l'édition 2026. Bon, ça fait boule de neige. Et puis, voilà, à partir du moment où des auteurs qui vont à Angoulême et qui vendent énormément, des auteurs de grandes maisons d'édition, qui vendent énormément pendant le festival, disent qu'ils boycottent eux aussi, du coup les grandes maisons d'édition s'enlèvent aussi du truc. Bon voilà, et puis rapidement, en quelques semaines, c'est l'annulation du festival, quoi. Voilà. Et je propose de faire ce qu'ils ont sûrement pas fait depuis 2 ans, Agathe. Parce qu'avec Tilt, justement, vous formez à la prévention et à la prise en charge des victimes de VSS comme Chloé l'a été. Est-ce que tu peux nous dire, justement, quand vous formez des entreprises ou quoi, quelles sont les choses à faire pour recueillir justement la parole de personnes victimes de VSS, et dans le milieu professionnel, quelles auraient été les étapes à adopter pour prendre en charge de la meilleure des manières ? Alors, c'est un parcours assez long parce que du coup, il y a quand même beaucoup d'intermédiaires. Nous, dans l'accompagnement et la formation, on va vraiment accompagner des collectifs à plusieurs échelles. Mais là, si on va mettre la focale sur la réception de l'information, donc on va avoir une victime qui va venir voir des bénévoles ou des intervenants pour livrer un témoignage. Nous, on va former les gens à ce qu'on appelle l'écoute active. Donc, ça va être une écoute en 2 étapes. Donc, déjà, la priorité, c'est de se dire, là, on a une personne qui a vécu quelque chose à un moment donné, qui va se retrouver à avoir un moment d'attente, puis à se sentir en confiance à ce moment précis pour livrer son témoignage. Donc, la première étape, ça va être de la
mettre en confiance pour qu'elle se sente écoutée, qu'elle puisse s'exprimer, de ne pas couper la personne qui vient nous livrer tout cela. Donc vraiment d'être dans une posture d'écoute. Et la deuxième étape, ça va être dans la reformulation. Donc l'idée, c'est de l'aider à clarifier son propos, revenir potentiellement sur des mots, ce qu'on appelle des mots bagages, qui peuvent cacher encore d'autres informations, enfin un peu l'accompagner à se livrer totalement. Nous, on va vraiment mettre la grosse focale sur ces deux étapes d'écoute active. Et voilà. Après, du coup, le cadre de l'entretien. Donc, en fait, il y a tout un fil conducteur d'un entretien quand on va accueillir la personne. Donc, avant que la personne nous livre son témoignage, on va expliquer aussi le cadre de ce moment, de savoir combien de temps ça va durer, qui on est, quelles est nos possibilités d'action par la suite. Et du coup, à la fin de son témoignage, prendre un petit temps pour reformuler avec la personne les attentes et les besoins et savoir qu'on est une personne clé pour la réorienter ou mettre des choses en action dès que possible. En tout cas, ça, c'est vraiment le b.a.-ba de l'écoute directe sur le moment quand la personne vient nous témoigner. Après, dans nos formations, on va accompagner beaucoup plus loin les collectifs, entreprises, festivals, mais peut-être que je pourrais avoir plus d'informations par la suite. Et justement, je voudrais qu'on évoque un petit peu plus cette impunité de Franck Bondou et de la société 9e Art+. Est-ce que, en fait, j'aimerais questionner et avoir ton avis, Amandine, sur le fait que cette société n'est pas remise en question, ni par les financeurs publics, etc. Et je voudrais qu'on comprenne un peu pourquoi, comment ça se fait qu'il y a un monopole au niveau d'une organisation culturelle comme ça, et pourquoi c'est si difficile de faire bouger cette montagne, justement. Alors, dans le cas d'Angoulême, c'est parce que beaucoup d'entités sont interconnectées entre elles. En fait, il faut savoir que Franck Bondou, avant de s'occuper de la société 9e Art+, il était déjà dans le cadre du festival. Il s'occupait des partenariats avec une société autre qui s'appelait Event, je ne sais plus, j'ai plus le nom de cette société, mais qui gérait les partenariats. Ensuite, quand il y a eu 9e Art+, la première société a continué d'exister. Et en fait, quand il y a eu une enquête de la Cour des comptes pour savoir un peu comment étaient gérées les finances du festival, il s'est trouvé ils ont remarqué que beaucoup d'argent passait par cette première société et n'arrivait pas jusqu'à la deuxième. Donc en fait, dès le départ, il y a des sociétés, contre-sociétés, autres sociétés qui se mélangent. Et pour finir avec, en 2022, je crois, l'emploi de la fille de Franck Bondou, qui n'est pas employée par 9e Art+, mais par une troisième société dont s'occupe Franck Bondou. Et donc, sa fille qui prend, qui est rémunérée par cette troisième société. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout un mélange, mais du coup, de jeux de pouvoir aussi, de subventions qui tombent qu'à un endroit, qui tombent dans l'association. Donc, et donc, plus on rajoute de sociétés, de gens qui, possiblement, sont rémunérés aussi par ces différentes sociétés, plus il y a de pouvoirs publics qui sont mêlés à toutes ces affaires-là, plus il devient difficile de retirer une personne aussi puissante, en fait, à qui on a donné autant de place. Et cette personne-là, elle est très appuyée par les pouvoirs publics. Vous le soulignez, le maire d'Angoulême, il a changé un peu son discours là depuis quelques semaines, mois. Mais jusqu'alors, il soutenait en fait cette personne. Et donc en fait, plus on a des personnes puissantes qui ont le monopole des organisations, plus c'est difficile de défaire ce système-là, et qui est un système toxique. Qui a eu, je crois, 8 directrices artistiques qui sont passées au festival en 5 ans. Oui, parce que pour celles et ceux qui sont pas familières avec le festival d'Angoulême, il faut savoir que c'est vraiment économiquement très vital à la ville, et le pouvoir public est très investi parce que c'est un festival qui a une envergure démesurée, et que c'est véritablement un poids très politique, parce que si le festival d'Angoulême n'a pas lieu, c'est que en termes de vie commerçante, c'est la déchéance totale. Enfin, c'est leur saison de l'année, donc c'est pour ça qu'il y a aussi une telle importance qui est mise sur ce festival. C'est important pour toute la ville, pour tous les autoristes, pour les éditoristes, c'est vraiment le festival qui représente la profession, en tout cas en Europe. Il n'y a pas de plus grand événement, donc
il y a beaucoup de critiques à émettre sur cet événement, mais il y a aussi une importance, quoi, d'avoir des événements comme ça, grands, qui célèbrent la BD, et qui se passent bien. Et alors justement là, on parle d'Angoulême qui est très important et on note tous les dysfonctionnements, mais donc là on est sur des échelles malheureusement très tristes sur ce qui s'est passé l'an dernier, mais c'est quand même symptomatique d'un milieu. Comme tous les milieux culturels, il y a des défauts internes. Donc je voudrais qu'on dézoome un petit peu pour parler de l'industrie des livres et de la situation des auteuristes et des VSS dans l'industrie du livre. Sur une question très basique, mais on va aborder la rémunération, qui est une grande question des artistes auteuristes, parce que c'est un peu le Far West, j'ai l'impression, puisqu'il n'y a pas de charte, il n'y a pas de prix minimum, comme par exemple en intermittence, où c'est un taux minimum. Là, les prix sont assez libres à l'appréciation de la structure employeuse et de l'artiste engagé. Est-ce que, Delphine, tu peux nous détailler un peu le modèle économique des artistes auteuristes très rapidement, s'il y en a un qui existe en tout cas, mais concrètement comment ça marche pour que les gens puissent comprendre la réalité Ouais, alors là, enfin je sais comment ça marche, alors, il y a pas de tarif fixe, mais il y a des préconisations quand même. Et ça, c'est arrivé d'ailleurs il y a pas si longtemps, parce que moi, quand j'ai commencé, je crois que ça n'existait pas. D'ailleurs, à Angoulême, on n'était pas rémunéré jusqu'à il y a pas longtemps pour les dédicaces. Et puis, ça a été une préconisation du CNL, voilà, qui a fait que maintenant on est rémunéré. Bon, voilà, c'est un système. Bon, qui est ce qu'il est. En fait, c'est un forfait, quoi. Donc, en fait, qu'on dédicace 2 heures ou 3 jours... 250 €. Voilà, on est rémunéré de la même manière. Mais bon, c'est déjà mieux que rien, hein, on va pas se plaindre. Avant, c'était totalement bénévole, ouais, les dédicaces. Donc, alors, l'économie des artistes auteuristes... Ben, il n'y a pas de, comment vous dire ça, il n'y a pas de statut en fait. On est donc à l'URSSAF Limousin, voilà. Et non, on est des super méga indépendants, quoi. Voilà. On est un peu comme des, bon, je sais pas, je suis pas chauffeur Uber, mais je pense que c'est kiff. Mais nous, on a été précurseurs de ça. Voilà. Donc pas de statut, ouais, non, on a donc pas droit au chômage, voilà, on cotise pour notre retraite assez peu, voilà, d'ailleurs on a des petites retraites. Et donc c'est comme ça. Bon, alors il y a des demandes tout le temps pour mettre en place un vrai statut pour les artistes auteuristes. Pour une continuité de revenus, c'est passé à l'Assemblée il y a peu de temps, ils ont voté contre. Voilà, bon, on s'y attendait. Ouais, donc, je sais pas, c'est un peu, c'est sauvage, quoi, un peu. On gagne ce qu'on gagne. En fait, ils veulent pas mettre en place, enfin, l'excuse pour pas mettre en place un truc de continuité de revenus, c'est censé être les droits d'auteur. Voilà, sauf que en fait, la réalité, c'est que, moi, je peux parler pour moi, qui fais ce métier depuis pas mal de temps, qui ai donc déjà publié 10 livres. Je vis clairement pas du tout de mes droits d'auteur. Bon, après, je publie chez des maisons indépendantes avec des tirages qui sont pas énormissimes, et mes ventes sont pas énormissimes, mais quand même, correctes, quoi. Et ça me permet pas du tout d'en vivre. Voilà. Donc, en fait, à côté, ça va être des demandes de subventions. Alors, beaucoup de... on court un peu après les aides, les bourses d'écriture. Et puis, voilà. Et puis, on fait de la commande. Voilà. Moi, je fais beaucoup de commandes d'illustration, de bandes dessinées pour la presse. Voilà. Je fais des affiches. Je fais des ateliers. Voilà. En fait, faut qu'on soit un peu débrouillard et
voilà, ouais, qu'on aille un peu partout pour réussir à gagner nos vies chichement. En fait, même en faisant tout ça, on n'est pas très très riche, quoi. Vous écoutez une table ronde Les raisons du Girl Scout et des solutions à la librairie Ombre Blanche le 31 janvier 2026 dans le cadre des fêtes interconnectées de la BD du 28 janvier au 23 février, un réseau européen qui célèbre la bande dessinée en lien avec la crise qui secoue le festival d'Angoulême. Et par rapport à l'industrie du livre plus en général, on est quand même très souvent confronté à des éditeurs masculins. Toi, Amandine, tu es investie au CNL dans des commissions. Est-ce que tu peux donner un peu ton regard sur l'évolution, si tu en as vu une, sur la féminisation du métier, et pareil en tant qu'organisatrice et programmatrice, à quel point les autrices sont de plus en plus présentes, et en fait étaient déjà présentes, mais plus mises en avant qu'avant? Oui, du coup, moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et c'est sûr qu'au début, je crois qu'il n'y avait que 2 programmatrices de festival BD, enfin directrice artistique. Il y en a une à Bastia. Maintenant, c'est Johanna, mais elle avait une personne qui était déjà une femme avant elle. Et puis, il y avait BD Colomiers. Donc, quand on allait dans les dans les journées professionnelles, on n'était qu'avec des hommes, mais comme les autrices qui étaient toujours minoritairement représentées aussi. Donc, on entendait tous les discours sur le fait que non, je vais pas faire en sorte de pousser à la parité dans mon festival, parce que moi, qu'est-ce que je mets en avant? C'est les meilleures BD. Donc les meilleures BD, c'est celles des hommes. Donc je vais pas me forcer à mettre des femmes pour faire une programmation. Et c'était ça tout le temps. C'était aussi dans des journées professionnelles sur les bénévoles. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des bénévoles plutôt jolis. Parce que les auteurs, ils adorent ça. Et du coup, on passe un super bon festival, quoi. Mais c'était vraiment des discours qui étaient comme ça, qui se passaient. Et ça, je dois dire que ça a évolué, que ça a changé, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de responsables de festivals qui sont des femmes, voilà, qu'on a monté une fédération des festivals BD avec 9 festivals qui sont subventionnés par le CNL. Il s'appelle le Club 99, dans lequel on essaye de travailler sur les bonnes pratiques en festival. Et parce que nous, les festivals, on n'existe pas s'il n'y a pas d'auteurs et d'autrices, et du coup, bien les accueillir, faire en sorte que ce soit des endroits qui rémunèrent correctement, qui accueillent bien, qui prennent en considération ces personnes qui prennent du temps pour venir en fait nourrir nos programmations. C'est super important. Et du coup, on fait vraiment pas tout bien. On évolue. Nous, on a toujours rémunéré, par exemple, pour les expositions, les rencontres, les ateliers. Mais les dédicaces, c'est assez récent. C'est sur les préconisations du CNL qu'on y est venu. Donc, voilà, on évolue tous et toutes au fil de l'eau, mais je trouve que quand même, il y a des progrès. Et ce qui était le problème depuis quelque temps, c'est qu'à Angoulême, ça ne bougeait pas. En fait, on est 10 festivals subventionnés par le CNL, 10 entités. Il y en a 9 qui étaient fédérés et il y en a une qui venait de temps en temps nous donner la leçon, nous expliquer comment on faisait bien les choses. Et c'était Angoulême. Et du coup, c'était compliqué de travailler dans ces conditions-là. Et donc, vraiment, voilà, bravo aux autrices qui ont allumé la mèche de cette situation qui n'était plus possible. Et un dernier point sur l'industrie, c'est que je trouve ce qui est intéressant quand on compare à d'autres industries, notamment l'industrie musicale, qui a pas ou très peu en milieu d'édition, c'est tout ce qui est prévention contre les VHSS, donc violence, harcèlement sexiste et sexuel. Alors que souvent, en secteur musical, on va avoir beaucoup d'affichage pour prévenir contre ces actes-là. Et c'est assez monnaie courante maintenant en festival. Il y a aussi beaucoup d'assos qui font de la prévention. Est-ce que tu peux, Agathe, nous faire un peu, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, nous expliquer les dispositifs qui existent déjà en milieu festif pour faire de la prévention sur ces sujets-là? Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui peut être mis en place dans des festivals, justement? Déjà, pour refaire un petit point, effectivement, il y a des choses qui existent de plus en plus dans le milieu de la musique, de la fête, mais ça ne fait pas non plus si longtemps que ça. Ça a mis du temps et il y a encore besoin de faire
énormément de travail parce qu'il y a encore très peu de représentation de personnes queer, très peu de violences racistes dans des milieux de la fête, et il y a besoin encore de faire des toc forts pour qu'on puisse entendre ces autres violences-là. Et donc, il y a des choses quand même qui sont mises en place. Donc, effectivement, on va proposer des formations à toutes les personnes qui sont intermédiaires d'un festival. C'est-à-dire qu'on va nous proposer des formations de l'équipe organisatrice en amont, parce qu'il y a des violences qui peuvent se faire déjà en interne dans ces espaces-là. Donc l'idée, c'est de se dire, en fait, les violences ne vont pas exister seulement pendant l'événement entre festivaliers et festivalières. Déjà, la violence, elle est systémique, elle peut être aussi institutionnelle, et comment nous, on peut se remettre en question en tant qu'équipe organisatrice. Donc, c'est déjà la première étape de se dire, bon, OK, on va faire un peu un compte-rendu de vous en tant qu'entité, où est-ce que vous en êtes. Et après, par la suite, on peut leur proposer des protocoles de fonctionnement en cas de conflit ou violence en interne et pendant l'événement. On va proposer des formations de tous les interlocuteurs. Donc, c'est-à-dire que dans un événement, il va y avoir l'équipe organisatrice, mais il va y avoir énormément de gens. Il va y avoir des bénévoles, il va y avoir des gens qui vont gérer la sécu, il va y avoir des artistes, il va y avoir des équipes cuisine. Et en fait, il y a besoin d'avoir un fil conducteur et un protocole qui peut être compris par toutes ces personnes-là. Donc, c'est aussi un énorme travail que d'aller transmettre ces informations. Et enfin, on va recruter souvent une équipe en interne de personnes que là, on va vraiment les former beaucoup plus en profondeur sur ces questions d'écoute active, comme je vous ai dit en amont, parce qu'en fait, accompagner une personne avec un témoignage, ça demande un vrai travail de formation, et c'est pas une formation d'1 heure ou 2 que ça peut se faire. Du coup, on va vraiment aller loin dans le fait de s'outiller. Et dans le fait de pouvoir mettre des étapes de prévention sur place, de l'affichage et tout ça. Donc, c'est une grosse charge de travail. Et ça demande également d'être formé en amont. J'ai l'impression, pour finir sur ça, que le gros souci qui se passe aussi dans ce travail-là, c'est que même si c'est pris en compte par les milieux de la musique de plus en plus, il y a un peu une banalisation qui est faite de la formation et de l'implication des gens qui vont faire ce travail-là. Et ça va être de plus en plus acquis que ça doit être un travail bénévole, même pour les gens qui vont passer des heures et des heures à accompagner. Souvent, quand les gens organisent un festival, ils ne vont pas se poser la question de financer les artistes, les gens de la sécurité, mais par contre, c'est pris pour acquis que les gens qui doivent accompagner sur les questions de VHSS sont là bénévolement. Il y a vraiment très peu d'endroits où on va vraiment être payé pour notre travail. Et ce qui est très triste, c'est que souvent, c'est des personnes, 99%, c'est des personnes concernées par des VHSS dans leur vie. Et du coup, c'est aussi maintenir de la violence patriarcale que de demander gratuitement à être formé par des personnes victimes sur ces questions-là. Et du coup, il y a besoin de faire le travail à l'inverse que dans n'importe quel milieu, de se dire, là, on est dans un moment où il y a des gros problèmes et une augmentation aussi de certaines violences, même s'il y a une libération de la parole, et ça, c'est important. Mais en tout cas, il y a une rebanalisation de ces violences-là. Et que si on a envie d'avoir des protocoles qui soient carrés et un accompagnement qui soit le plus sécure possible pour les personnes qui viennent nous livrer leurs témoignages, c'est de commencer en priorisant d'abord toute la formation des personnes qui sont sur place, et après, potentiellement, d'aller cibler les financements ailleurs, quoi. Alors, je continue. Je propose qu'on continue à évoquer les solutions pour qu'on fasse du milieu de l'édition un beau monde et un havre de paix. Justement, en parlant de havre de paix, j'ai l'impression, Delphine, contredis-moi si tu n'es pas d'accord, mais que le festival BD Colomiers est souvent vu comme un havre de paix au milieu des festivals. Et justement, est-ce que, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait qu'un festival... Quelles sont les bonnes pratiques d'un festival pour accueillir au mieux des artistes? Et qu'est-ce qui fait justement qu'il y a des festivals qui vont mieux accueillir que d'autres? Au-delà du fait de payer déjà, mais... c'est déjà pas rien. Ouais, effectivement, BD Colomiers, c'est
dans le milieu. Enfin, c'est fou, quoi. Tout le monde veut aller à BD Colomiers. C'est drôle parce que donc BD Colomiers, ils ont quand même une programmation de maisons indépendantes, quoi. Et alors, moi, ça m'arrive dans d'autres festivals d'entendre des auteuristes qui sont édités chez des gros et qui sont dégoûtés, qui sont là, oui, mais nous, du coup, on n'est jamais invités à BD Colomiers. C'est quand le jour où on ira à BD Colomiers? Enfin, ils sont trop malheureux, les pauvres. Bon. Bon, pour une fois que c'est les indés qui sont un peu mieux reçus, ouais, voilà. On va pas se plaindre. Non, BD Colomiers, c'est trop bien. Il y a l'accueil des auteuristes, bien sûr, mais il y a aussi, en fait, c'est un tout, quoi, parce qu'il y a aussi une programmation, qui fait que effectivement, on peut que s'y sentir bien, parce que une programmation, avec énormément de femmes, énormément de jeunes auteuristes, qui est très ouverte, quoi, qui est à la fois très pointue et très ouverte, et voilà, et ça en plus de l'accueil qui est unique, je pense, pour un festival BD en France. Mais c'est vrai. Je trouve ce qui est paradoxal, c'est que ça paraît incroyable, parce que donc à BD Colomiers, les auteuristes sont défrayés, logés, etc. Ce qui paraît finalement un standard de défrayer les gens pour venir travailler et les loger, mais ce qui n'est pas du tout la norme dans les festivals de BD. À Angoulême, tout le monde paye son logement et ses trajets. Ouais. Pour vous dire, moi, oui, à Angoulême, moi je me souviens de la première fois que j'ai eu un livre en sélection, dans la sélection officielle d'Angoulême, et où j'étais tellement contente, je me suis dit, oui, je vais être logée à Angoulême. Eh ben, pas du tout. En fait, même si on est dans la sélection officielle, on n'est ni invité, ni logé, quoi. Pas de souci. Ah oui, oui. Oui, Mathilde, tu pourrais en parler. Non, c'est incroyable. Voilà, et bon, à Colomiers, tout le monde est... Enfin, effectivement, peut-être que pour d'autres, c'est normal, mais... oui, on est défrayés, logés, nourris, mais en plus, tout ça, et puis il y a aussi les soirées, enfin tout ça dans une ambiance hyper bienveillante, hyper joyeuse et tout, et ça compte aussi. Merci pour ce retour, ça fait toujours très chaud au cœur au nom de toute l'équipe qui travaille sur le festival. Et ce que je voulais ajouter, c'est que souvent, moi, les retours qui me sont faits, c'est plus facile à BD Colomiers parce que vous êtes un festival municipal qui a de l'argent, mais ça, c'est pas vrai. Faut qu'on se batte aussi pour garder cet argent-là. Et c'est aussi des choix qu'ils ont faits. Et donc, il y a des moments où il faut faire des choix forts, de dire, en fait, peut-être que cette exposition de cette personne qu'on adorerait avoir, méga connue, qui vient du bout du monde, tout ça, on va pas la faire cette année, mais on va investir plus sur comment on accueille bien les gens qui prennent du temps, encore une fois, pour être là en festival, comment on réfléchit pour que tout le monde se sente bien. Et alors après, une fois qu'on a fait ce travail-là, de bien poser les bases du festival, et on peut le faire avec moins de moyens que ce qu'on fait à BD Colomiers, mais quand les gens viennent, ils sont bien accueillis, ils sont accueillis par l'équipe, ils se sentent bien, et ces personnes-là, elles se sentent bien. Sur les stands, les éditeurs, ils sont super... sympa, les auteurs, les autrices aussi, parce qu'ils ont été bien accueillis. Du coup, ils sont là, c'est joyeux sur le hall, c'est joyeux. Du coup, les publics, ils ressentent ça. Ils peuvent parler avec des gens qui ont bien dormi. Et du coup, les publics, ils le sentent. Ils se sentent aussi dans une ambiance qui est agréable, qui est bienveillante, qui est positive. Et du coup, ils sont là aussi, ils sont aussi plus curieux. Et du coup, c'est un cercle vertueux en fait qui se crée. Et c'est hyper important de travailler ça en festival. Sinon, en fait, on fait pas de festival, quoi. Si on a décidé que c'était juste pour se faire kiffer sur de la programmation, ça va pas très loin, quoi. Et tant qu'on est sur Colomiers, et aussi tu l'as abordé tout à l'heure, Club 99, donc il y a une fédération de festivals de BD indépendants. Il y a quelque chose que vous avez mis en place avec Club 99 et aussi BD Colomiers qu'il n'y a pas dans tous les festivals, c'est une charte éthique. Je pense que tu peux nous parler de cette charte éthique. Pourquoi vous avez voulu vous engager avec ça ? Oui, alors ça c'est les 9 festivals fondateurs. On a décidé de lister tout simplement...
Il faut dire qu'on n'est pas parti de rien. Il y a un réseau qui est très fédéré, une fédération qui existe dans la littérature jeunesse. Donc c'est le réseau Relief et qui nous ont un peu ouvert la voie sur toutes ces questions-là. Et ils avaient une charte qui listait toutes les bonnes pratiques en festival. On l'a reprise, on l'a mis à jour pour ce qui concernait les festivals BD. C'est quelque chose, pour chaque nouvel adhérent, maintenant on est une trentaine dans le Club 99, chaque nouvel adhérent doit aussi adhérer à cette charte-là. Bien rémunérer les autoristes en festival, bien accueillir, avoir un lieu d'écoute, tout ce genre de pratiques. Et puis à BD Colomiers, pour la première fois cette année, on a mis en place une charte pour les VSS, sur la question des VSS. Donc ça, c'est dans l'équipe, on a une personne référente, c'est notre responsable de la communication, Gwendoline. Elle se forme sur ces questions-là, elle est très engagée sur ces questions-là. Le fait qu'elle soit formée, qu'elle se forme avec des formations payantes sur la question, fait que nous, après, elle nous forme dans l'équipe. On a formé pour les premières fois cette année les bénévoles à ces questions-là. On a distribué la charte à tout le monde sur le festival. C'était accessible au public, aux autoristes. C'est pas parfait, mais voilà, c'est des choses qui font que petit à petit, on s'améliore. Et Agathe, est-ce que c'est des choses que vous faites avec Tilt, d'accompagner des structures à rédiger, si ce n'est des chartes, mais au moins des règlements internes ou des codes de conduite internes Oui, totalement. Nous, on peut faire des formations ouvertes à tous sur des week-ends ou des semaines, mais on fait aussi de l'accompagnement collectif. Et effectivement, c'est des accompagnements qui peuvent durer longtemps. Ça m'arrive dans la pratique d'accompagner une structure sur une année entière pour aller décortiquer pas mal de choses en interne et tout ça. Parce que souvent, quand on arrive dans un espace, il y a déjà plein d'historiques qui existent entre des personnes. Donc, c'est aussi tirer des ficelles et se rendre compte de ce qui se passe. Et nous, on accompagne aussi beaucoup sur la lutte antiraciste. Donc, on propose beaucoup de formations dans toute la France et jusqu'à la Belgique pour aussi aller travailler sur ces thématiques-là individuellement et en collectif. Cette question-là, par exemple, c'est un gros impensé des festivals BD. Voilà. Et on n'est pas meilleur que les autres sur ça. C'est vraiment une question sur laquelle on travaille encore pas ou très peu, quoi. C'est vraiment un milieu blanc. Et Agathe, j'aurais aimé avoir ton avis justement de quelqu'un qui est externe au milieu de la BD. Selon toi, quels sont les leviers à activer pour essayer de faire évoluer une structure, mais même un secteur petit à petit? Je sais que par exemple, de ce que j'ai épluché le site du gouvernement, de ce que j'ai compris, c'est que dans le milieu du cinéma via le CNC et également dans le milieu des musiques actuelles, les structures qui reçoivent des subventions ont l'obligation d'avoir des formations justement au VSS, chose qui n'est, de ce que j'ai compris, pas nécessaire dans le milieu de l'édition. Il y a le syndicat des éditeurs alternatifs, donc c'est un syndicat qui regroupe les éditeurs indépendants, qui a proposé une formation il y a peu aux éditeurs pour que au moins une personne de chaque structure soit formée, mais c'est pas une obligation qui donne accès à des subventions. Donc ça peut être une piste, mais est-ce que, selon toi, quelles seraient les pistes à adopter pour essayer de réformer petit à petit un secteur Moi, j'ai l'impression que dans le milieu de la BD, il y a vraiment plein de leviers à activer, que ça demande un travail dans le milieu de l'édition, dans le milieu de la création, dans le milieu de l'organisation d'événements. C'est quand même plein de structures qui ont chacune du travail à faire en interne, effectivement. Quelle édition va publier tel auteur est-ce qu'il y a besoin d'aller se former sur les questions est-ce que c'est encore possible de publier des bandes dessinées à caractère pédopornographique pourquoi ça se vend, pourquoi ça s'achète, donc il y a besoin de se former sur ces questions-là. Pourquoi on demande encore à certains autoristes d'avoir des personnages moins noirs, sinon ça va pas se vendre. C'est vraiment des propos qui sont des fois dit par certaines maisons d'édition. Et du coup, si dans ces différentes structures-là, il n'y a pas effectivement un travail qui est fait par des organismes financés, ça ne bougera pas parce que ça participe à
la culture du racisme et la culture du viol à grande échelle. Et du coup, tant qu'il n'y a pas une prise en compte de ces violences systémiques par des grosses structures, ça ne bougera pas. Et effectivement, après, venir se questionner, même dans nos collectifs les plus petits, de se dire, dans nos espaces où on a l'impression que c'est plutôt lisse, il y a quand même des choses à faire, donc ne jamais s'arrêter de se questionner. Et à partir du moment où ça commence à venir nous bouger ou peut-être nous tirer ou nous faire mal certaines choses, ça veut dire que là, on commence le taf et on continue, c'est bien. Et justement, tu l'as abordé tout à l'heure, plusieurs choses que vous faisiez concrètement. Si, par exemple, il y a des personnes en public qui ont des projets culturels ou des structures, quand on fait appel à des structures comme Tilt ou à d'autres associations, quels sont les outils concrets qui peuvent être mis en place? Donc, tu avais parlé de formation, mais si tu peux un peu résumer toutes les actions qui sont possibles et qui doivent être faites, qu'est-ce que ça peut être? Donc effectivement, nous, on accompagne dans de la création de chartes internes, d'avoir des protocoles très qui soient compris par tout le monde. On accompagne dans des choses qui sont plus individuelles pour chaque interlocuteur. En fait, c'est juste important d'avoir une ligne directrice qui soit comprise par tout le monde, d'avoir des personnes référentes qui soient ciblées, que tout type de personnes qui viennent interagir avec la structure comprennent qu'est-ce qui met en place et qui aller voir en cas de conflit, quoi. Et nous, on accompagne là-dedans, dans le fait de pouvoir capter tout ce qui peut être mis en place par rapport aux besoins spécifiques des collectifs et des structures, et par rapport à l'historique de la structure. Merci. Et il nous reste quelques minutes. Si jamais des personnes ont des questions pour nos invités, c'est l'occasion. Bonjour, merci beaucoup. J'ai trouvé ça hyper chouette, ces liens-là avec une personne qui est experte sur les questions des VSS et tout ça. Ça permet de créer des ponts et des liens avec des choses concrètes. Donc j'ai trouvé ça super. Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a un après qui est pensé de refaire un festival d'Angoulême depuis zéro, avec des bonnes personnes? Alors, donc concrètement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une association qui travaille sur la refonte, enfin en tout cas le lancement d'un nouvel appel à projet pour que Angoulême soit repris par une nouvelle équipe et qui est de nouveau le festival d'Angoulême à Angoulême, voilà, mais dans une forme qui serait peut-être différente pour les années à venir. Mais en tout cas, il y a la volonté, je crois, qu'Angoulême continue d'exister. Donc cet appel à projet, il est lancé là actuellement, et les équipes qui veulent se positionner ont jusqu'au mois de mars pour le faire, et il y aura un jury en avril. Donc il y a des commissions qui ont travaillé dessus, des éditeurs, des éditrices du SEA qui sont impliqués dans ce travail-là. Donc c'est un travail beaucoup plus collectif, beaucoup plus transparent, qui, on espère, débouchera sur un nouveau festival d'Angoulême plus respectueux voilà, de tous les professionnels de ce monde-là. Après, est-ce que c'est souhaitable que Angoulême continue d'exister sous sa forme actuelle, donc sous sa forme un peu gigantesque et voilà, ça c'est des questions qu'il faudra se poser, mais en tout cas... voilà, en faire un espace plus safe pour tout le monde, c'est déjà un des premiers gros points. Après, tu peux compléter, Delphine. Non, j'allais dire qu'il y a eu un communiqué de presse, là, il y a 2 jours, de 9e Art Plus. Et ils sont quand même décidés à faire une procédure juridique contre l'autre association qui a été mise en place. Voilà. Donc ils lâchent pas l'affaire. Ouais. Donc c'est vrai qu'on était très très optimistes jusqu'à il y a 2 jours. On se disait oh là là génial, il y a plein de trucs qui se mettent en place, Angoulême 2027 et tout. Bon, là, ça retombe un peu parce que, en fait, légalement, c'est toujours, pour 2027, c'est toujours 9e Art Plus qui est légalement, qui devrait organiser. Et clairement, ils vont pas lâcher l'affaire. Donc, voilà. Donc, peut-être 2027, ce sera pas ça. Peut-être 2028 plutôt. Et puis il y a une grosse volonté du côté des auteurs, des autrices, éditeurs, éditrices, mais il y a aussi besoin d'indiquer une grosse volonté du côté des pouvoirs publics. Alors là, je m'adresse dans le vent, il n'y en a pas ici aujourd'hui, mais c'est eux qui mettent l'argent, c'est eux qui doivent
voilà, imposer un peu les règles, les nouvelles règles du jeu. Et enfin, c'est un festival qui se tient pas sans des énormes sommes d'argent. Et du coup, enfin, faut que ces pouvoirs publics ils misent sur la bonne équipe, quoi, aussi, pour reprendre, quoi. Et ça, c'est ça. Et en tout cas, juste ce que je voulais rajouter, c'est que côté Girl Scout, donc voilà, enfin, on n'en a pas trop parlé, mais du coup, tous ces événements qui sont organisés là pendant ce week-end dans toute la France et tout, et donc qui viennent de l'énergie, du groupe d'autrices et du bénévolat des autrices qui se sont impliquées là-dedans. Ça, enfin voilà, ce regroupement-là, cette énergie-là, elle va continuer, quoi. On va continuer à parler entre nous. On va alors refaire ces événements l'année prochaine. Non, c'est pas l'idée. T'es fatiguée. Non, trop fatigué. Mais voilà, en tout cas, on est regroupés, on est hyper attentifs, on parle à fond entre nous, et donc c'est sûr que là, s'il y a de nouveau des scandales, des outrages comme ça, clairement, ça passera pas du tout, quoi. Voilà. Parce qu'on l'a peu évoqué, mais autoriste de BD, c'est hyper solitaire comme travail, et du coup, juste ça, le fait de se parler. Je crois que ça a déjà ouvert, enfoncé des portes, mais de fou, quoi, que tout le monde se mette à se parler, que vous mettiez... Enfin, je sais pas, il y a combien de groupes WhatsApp, je veux pas savoir, mais rien que ça permet plus, je crois, un retour en arrière sur les situations, voilà, un peu... Oui. Je suis optimiste, mais... Est-ce qu'il y a une petite dernière question de conclusion ? Non, pas de conclusion, mais vous disiez qu'à Angoulême, donc personne, enfin, on ne paye pas l'hébergement, etc. Donc je me pose juste la question, un meilleur festival demain, ça veut dire payer l'hébergement à beaucoup de gens. Est-ce que c'est viable économiquement, étant donné le fonctionnement aujourd'hui, la taille du festival ? Bah, ou ça veut peut-être dire inviter moins de monde aussi. Mais ce qui n'est pas très grave, en fait. Angoulême, c'est pas obligé qu'il y ait tous les autoristes qui soient là. Donc peut-être choisir qui ils invitent. Et par contre, ceux qu'ils invitent, les inviter bien, quoi. Enfin, je sais pas, hein, moi, c'est pas mon boulot hein, d'organiser. Mais ça me paraît... Enfin, comme dit Amandine, c'est des choix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste des questions de choix et de où on met l'argent, quoi. Et de pas considérer que autoriste de BD, c'est juste une passion, quoi. C'est un travail, en fait. Même là, tout ce qui s'est passé là, les autrices, les auteurs de BD, elle dit bénévolement, Delphine, mais c'est presque du militantisme. C'est-à-dire, quand tu fais ça, tu fais pas les dessins pour lesquels tu es payé. Oui, quoi. Enfin, moi, clairement, ça fait 2 mois je pense que tu as perdu des sous. Je travaille quoi. plus, quoi. Ouais. Enfin, que je travaille plus. Que je fais que ça, organiser ce festival. Et ouais, évidemment, on se met un peu dans... Enfin, moi, c'est pas mon métier, donc je me mets un peu dans la merde, quoi. Parce que là, derrière, je vais avoir beaucoup de trucs à rattraper. Enfin, bon, mais tous dans l'organisation, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va pas... Enfin, voilà, c'est un métier, quoi. Donc, nous, on va pas refaire ça tous les ans, quoi. On va laisser ça aux gens dont c'est le métier. Ça, et ceux dont c'est le métier, voilà, va falloir faire des choix et travailler pour que ce festival rémunère et accueille correctement. Et donc oui, ça passe sûrement par une taille moins tentaculaire, quoi. Il y a sûrement plein d'autres solutions, mais ce sera à la nouvelle équipe de les trouver. Pour conclure, je voudrais déjà vous remercier, Amandine, Delphine et Agathe de l'association Tilt. Si jamais vous avez envie de discuter de manière plus informelle, vous serez là, soit dans la salle juste à côté au salon des éditeuristes. Et voilà, et la salle est libre, donc vous pouvez bien évidemment venir discuter. On remercie également Ombre Blanche qui nous a accueillis, qui fait l'enregistrement. Et enfin, il y a tout un programme, et il y a beaucoup trop de trucs. Donc, je ne vais pas tout lire, mais vous avez des programmes qui sont sur la table derrière vous. Mais en tout cas, il y a 4 dédicaces entre maintenant et 21h.
Il y a une deuxième rencontre, il y a un vernissage ce soir à 21h au bar L'Impro. Je fais ma promotion, mais on l'a abordé, c'est pour ça. Il y a une deuxième table ronde à 18h à Fleury Frères, où justement on va aborder des questions précédentes, c'est-à-dire le fait de se regrouper entre artistes, auteurs, plasticiens, et on va aborder un petit peu plus en profondeur le statut d'artiste-auteur, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est cette lutte. Donc voilà, avec deux artistes qui seront là pour discuter. Et puis après, vous avez aussi le salon d'éditeurice et il y a aussi tout un programme demain. Et dernier point, donc à côté des programmes qu'il y a sur la table juste derrière, il y a également un communiqué qui a été publié par le syndicat des éditeurs alternatifs, qui parle justement de cette question des revenus des artistes-auteurs, du statut des artistes-auteurs et d'un appel au dialogue interprofessionnel, qui est accessible sur leur site, et on a aussi fait des impressions si ça vous intéresse. Donc voilà, toute la doc est accessible sur la table, et s'il n'y en a plus, il y en a dans la salle juste à côté au salon. Donc je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Il s'agissait à l'instant d'une table ronde enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 31 janvier 2026, dans le cadre des fêtes interconnectées de la BD, avec Delphine Panique, Agathe Fabre et Amandine Doche. Les fêtes interconnectées de la BD sont un réseau français et européen, organisé par le collectif Girl Scout, avec, à Toulouse, des expositions, des rencontres, des dédicaces, des ateliers, des lectures, des concerts. Réalisation et mise en onde, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.